En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a déposé ce lundi son dossier de candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le candidat du RHDP a appelé ses concitoyens à maintenir un climat de paix. Au Mali, la délégation de la CEDEAO poursuit ses consultations avec la junte militaire au pouvoir. Des avancées, mais pas de solution pour l'heure. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est toujours détenu. Et puis, le Congo-Brazzaville est en deuil. L'ancien président Pascal Lissouba est décédé ce lundi à Paris. C'est l'un de ses fils qui a rendu public la nouvelle. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. En Côte d'Ivoire, le candidat du RHDP déroule son agenda. Alassane Ouattara a déposé ce lundi son dossier de candidature dans le cadre de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Il a appelé ses concitoyens à préserver la paix. 48 heures après son investiture par son parti, Alassane Ouattara a déposé son dossier de candidature. Le candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain s'est rendu ce lundi au siège de la commission électorale indépendante à Abidjan. Je sais compter sur l'ensemble de mes concitoyens pour que cette élection soit apaisée et que les Ivoiriens puissent faire leur choix en toute tranquillité, dans la paix sans violence, a-t-il dit à la sortie de la CEI, encadré pour la plupart des membres du gouvernement. Nous nous soumettrons au verdict de nos concitoyens. Les citoyens se souviendront de notre bilan qui est un bilan exceptionnel ces 9 dernières années. J'ai une vision de stabilité, de sécurité, de paix et de bonheur pour les Ivoiriens, a-t-il conclu. L'annonce le 6 août que Ouattara briguerait un 3e mandat a provoqué des manifestations qui ont dégénéré en violence pendant 3 jours, faisant au moins 6 morts, une centaine de blessés et 1500 déplacés. Ce week-end, de nouvelles violences interethniques dans le sillage de son investiture par son parti ont fait au moins 2 morts à Divo, situé à 200 km d'Abidjan. La crainte de violence encore plus meurtrière à l'approche du scrutin du 31 octobre est forte, 10 ans après la crise née de la présidentielle 2010 qui a fait officiellement 3000 morts. En République démocratique du Congo, plusieurs milliers de personnes ont accueilli à Kinshasa ce week-end l'opposant Martin Fayulu. Ce dernier est rentré dans son pays après 5 mois d'absence. De retour dans son pays après 5 mois d'absence, Martin Fayulu, qui a été accueilli par plusieurs milliers de personnes à l'aéroport international de Ndjili, a appelé à des réformes en vue des élections anticipées en République démocratique du Congo, où des tensions ont éclaté il y a quelques mois au sein de la coalition au pouvoir. Mais je dis qu'à un moment donné, il faut que le peuple prenne sa responsabilité. Moi, j'ai pris ma responsabilité, celle de la vérité des urnes. Il y a vérité des urnes. Le plan de sortie de crise que le président élu, Martin Fayulu, a proposé, demandait l'élection de manière anticipée. Et même si cela n'est pas faisable, il a demandé de respecter le délai parce qu'en laissant perdurer l'illégitimité, le peuple va en souffrir. L'élection de manière anticipée. À la présidentielle de décembre 2018, Martin Fayulu avait revendiqué la victoire avec plus de 60% des suffrages. Mais la Commission électorale nationale indépendante puis la Cour constitutionnelle ont proclamé Félix Tshisekedi vainqueur du scrutin avec 38,5% des voix et Martin Fayulu deuxième avec 34%. Le candidat malheureux avait contesté ce résultat et accusé la CENI d'avoir fabriqué les résultats et dénoncé un putsch électoral orchestré par l'ex-président Joseph Kabila. Au Mali, la deuxième journée de négociation entre la junte qui a pris le pouvoir et les envoyés de l'Afrique de l'Ouest a permis ce dimanche des avancées, mais pas encore d'accord global. Les deux parties ont indiqué ce dimanche soir que les discussions reprendront donc ce lundi. Alors que la délégation de la CEDEAO et des représentants de la junte à l'origine du coup d'État au Mali marquent une pause dans leurs discussions à Bamako, les deux parties affirment que les discussions continuent et qu'elles ont pu s'entendre sur certains points, mais pas sur l'ensemble des points de discussion. Les discussions continuent. On a eu des points de compromis sur certains aspects. Comme quoi ?
et la négociation va continuer. Nous voulons tous que le pays aille de l'avant, aussi bien l'équipe de la CEDEAO que les militaires veulent que le pays aille de l'avant. Nous avons pu alors nous entendre sur certains points, mais pas sur l'ensemble des points de discussion. Je ne veux pas vous dire tout ce dont nous avons discuté. Mais vous savez qu'il y avait un gouvernement élu, qu'il y avait des problèmes et que les militaires sont intervenus. Ce n'est pas la première fois que les militaires interviennent au Mali. La dernière fois, c'était il y a 8 ans, en 2012. Il y a eu d'autres interventions militaires dans certains autres pays d'Afrique de l'Ouest. Mais l'élément clé est que lorsque nous avons ce genre de situation, nous cherchons la meilleure façon d'avancer. Donc, nous discutons de la manière d'avancer pour que le pays et que tout le monde soit satisfait. Le président Ibrahim Boubacar Keïta avait été contraint d'annoncer sa démission dans la nuit de mardi à mercredi dernier après avoir été arrêté par des militaires. Samedi, plusieurs envoyés de la CEDEAO ont pu rencontrer le chef de l'État déchu. Auparavant, les envoyés de la CEDEAO avaient été reçus pendant une trentaine de minutes par les membres du Comité national pour le salut du peuple, mis en place par la junte, dont le nouvel homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta. Il faut dire que les discussions entre la délégation de la CEDEAO et les représentants de la junte à l'origine du coup d'État se poursuivent ce lundi. Les autorités rivales en Libye ont annoncé séparément la cessation des hostilités et l'organisation prochaine d'élections dans le pays meurtri par des années de conflit, une initiative saluée par l'Organisation des Nations Unies et plusieurs pays arabes. Cessez-le-feu est tenu d'élections d'ici mars 2021. Ces annonces surprises sont intervenues après plusieurs visites de responsables étrangers en Libye, pays qui dispose de réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique et qui est devenu une plaque tournante du trafic de migrants vers l'Europe. Elles sont les dernières en date d'une série d'accords et d'engagements proclamés ces dernières années en vue de sortir le pays du chaos, mais rester lettre morte. De plus, les nouvelles propositions des rivaux libyens ne sont pas identiques. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi après une révolte populaire en 2011, la Libye est en proie à des luttes d'influence et aujourd'hui, deux autorités se disputent le pouvoir. Le gouvernement d'union nationale de Faez al-Sarraj basé à Tripoli est reconnu par l'ONU et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar, homme fort de l'Est soutenu par une partie du Parlement élu et son président Aguila Saleh. Dans un communiqué, Faez al-Sarraj, également chef du conseil présidentiel qui chapeaute le gouvernement, a appelé à la tenue d'élections présidentielles et parlementaires en mars prochain. Il a aussi ordonné un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des opérations sur tout le territoire, ce qui permettra selon lui de créer des zones délimitarisées dans la région de Sirte au nord et celle de Djoufra plus au sud, toutes deux sous contrôle de Pro-Haftar. Dans son communiqué, Aguila Saleh, qui dirige le premier parlement élu en Libye depuis 2011, et qui est basé à l'Est, a annoncé des élections mais sans avancer de date et appelé toutes les parties à un cessez-le-feu immédiat. Dans leur communiqué, Sarraj et Saleh ont en outre jugé nécessaire la reprise de la production et des exportations dans les champs et terminaux pétroliers. Les Occidentaux craignent une poursuite du chaos en Libye, devenue, faute de pouvoir central structuré, une plaque tournante du trafic de migrants et un repère pour des groupes djihadistes. Au Congo-Brazzaville, l'ancien président Pascal Lissouba est décédé ce lundi en France. Il était âgé de 88 ans et a dirigé le Congo de 1992 à 1997. C'est l'un de ses fils députés qui a rendu publique la nouvelle. Né le 15 novembre 1931 dans le sud-ouest du Congo, Pascal Lissouba était ingénieur agronome titulaire d'un doctorat en sciences naturelles obtenu en France en 1958. Il a occupé les fonctions de ministre de l'Agriculture sous le premier président du Congo indépendant, Fulbert Yulu,
avant de devenir Premier ministre d'Alphonse Massamba Deba de 1965 à 1966. Fondateur de l'UPADC en 1991, Lissouba est élu président de la République en 1992 lors du premier scrutin pluraliste dans ce pays d'Afrique centrale. Sous son mandat entre 1993 et 1994, la contestation par l'opposition des résultats des législatives a provoqué des affrontements entre les milices des partis de l'opposition et celles de sa majorité présidentielle, faisant 2000 morts. De juin à octobre 1997, des combats ont opposé dans la capitale Brazzaville les milices de Pascal Lissouba et de son dernier premier ministre Bernard Kolela à celle du général Sassou Nguesso, actuel président de la République, appuyé par des troupes angolaises. Victorieux de ce duel, Sassou Nguesso a repris le pouvoir qu'il avait perdu le 20 août 1992 à l'issue des élections organisées après la conférence nationale. Entre 4000 et 10 000 personnes ont été tuées en 5 mois de violence. Le décès de l'ancien président Lissouba a été annoncé par son fils Jérémy Lissouba, député congolais, sur sa page Facebook. En République démocratique du Congo, un groupe responsable de massacres en Ituri a décrété un cessez-le-feu unilatéral. Malgré cette annonce, l'armée continue de suivre de près l'évolution sur le terrain par prudence. Le reportage. Un groupe responsable de massacres que l'ONU estime s'apparenter à des crimes contre l'humanité dans 2 territoires de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a décrété un cessez-le-feu unilatéral. Le cessez-le-feu a été signé sous la médiation d'un groupe d'anciens chefs de guerre de l'Ituri dépêchés par le président Félix Tshisekedi pour convaincre le groupe coopératif pour le développement du Congo Codeco de cesser les massacres dans cette zone. Nous arrêtons avec les exactions, comme dit le chef de l'État, et puis nous sommes disposés pour saisir cette main tendue. C'est pourquoi nous disons à nos éléments de respecter d'abord ces processus, d'être calmes pendant que nous évoluons. Nous avions remis notre cahier de charge entre les mains de cette délégation qui va le ramener bientôt à Kinshasa auprès du président de la République. Nous avons obtenu un acte d'engagement unilatéral où ils ont accepté de continuer, parce qu'ils l'avaient déjà fait, de continuer avec le cessez-le-feu. Et ils se disent prêts à être à la disposition du gouvernement congolais. Je lance un appel solennel à son Excellence le président de la République pour que lui prenne vraiment toutes les dispositions requises et que cette fois-ci, nous ne puissions plus échouer à cause des moyens. Malgré l'annonce de ce cessez-le-feu, l'armée continue de suivre de près l'évolution sur le terrain par prudence. Depuis décembre 2017, la région aurifère de l'Ituri a renoué avec les violences liées à un conflit pour le contrôle des terres qui oppose 2 communautés, les Lendou, majoritairement agriculteurs, et les Emma, éleveurs et commerçants. La milice Codeco prétend défendre les intérêts des membres de la communauté Lendou. D'après les Nations Unies, au moins 636 personnes ont été tuées dans ces violences au premier semestre 2020. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.